passer la parole à Gilles Dasbureau de Stellantis. Stellantis, c'est le nouveau Peugeot, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Pilote du groupe de travail sur les matériaux stratégiques pour l'industrie automobile. Donc, il vient partager une vision avec nous, mobilité du futur, je pense déjà assez fortement du présent. Avec dans de nombreuses dimensions. Donc, la parole est à vous. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un bel objet et d'un gros objet qui est l'automobile à travers la filière automobile. Donc, je travaille effectivement chez Stellantis et j'ai en charge le groupe de travail au sein de la filière sur les matériaux critiques dans la filière automobile. Donc, je vous présenterai un peu la filière automobile et les enjeux du véhicule et des futurs véhicules, les matériaux critiques et comment on fait en fait ce filtre pour trier entre les matériaux critiques et les matériaux stratégiques et comment la filière automobile utilise différents leviers, de nombreux leviers à différents niveaux suivant les sociétés au sein de la filière. Et on parlera aussi de compétences rares, puisqu'il n'y a pas que les matériaux rares, qui ne sont pas que des minerais aussi, il y a des compétences rares. Et je vous ferai deux petites conclusions. Alors la filière automobile, donc c'est filière automobile et mobilité. Ça représente tous les acteurs en fait en France liés à l'automobile. Donc c'est un collège en fait qui est pris au niveau des alternants, au niveau de Stellantis, de Renault ou du comité des constructeurs automobiles et qui rejoint aussi un collège d'équipementiers et des fédérations comme la fédération de la carrosserie, de la mécanique, de la plastique, de la plasturgie, du caoutchouc et qui représente 4000 entreprises, plus de 400 000 emplois en France, 6 milliards de R&D. On verra que le levier R&D, enseignement, recherche, est un très fort levier pour tout ce qui est lié à l'automobile et qui est la première filière déposante de brevets en France. Donc, si on regarde les enjeux en fait, du véhicule et des futurs véhicules, donc les futurs véhicules seront électriques. Ils sont actuellement électrifiés, mais ils seront électriques, connectés et autonomes. Ces véhicules seront sûrs et sécurisés, notamment au niveau de la charge, mais aussi au niveau de la cybersécurité, puisque quand on parle de connectivité, vous avez des interfaces, vous avez besoin de mettre à jour votre véhicule. On en parlera, mais au niveau des communications, il y a tout ce qui est mise à jour embarquée et tout ce qui est mise à jour débarquée et qui passe par des réseaux. On parlait d'Orange et de tout ce qui est téléphonie, mais aussi de tout ce qui est connectivité extérieure. Et vous avez moyen d'avoir des intrusions, notamment dans le cas de véhicules connectés, où vous déléguez complètement la responsabilité de la conduite du véhicule. Et puis, il faut qu'il soit abordable. On parle toujours du prix des véhicules, mais dans le cas du véhicule électrique, c'est une vraie problématique. On verra aussi qu'il y a des nouveaux usages où les véhicules sont de plus en plus loués. Donc, on va parler maintenant de prix de location du véhicule avec des discussions et une grosse orientation là, sur le leasing social pour avoir des véhicules électriques à 100 € par mois. Donc ça, on voit que ça donne aussi des leviers pour avoir des véhicules qui soient abordables pour pouvoir éviter cette fracture au niveau de l'accessibilité sur la mobilité électrique. Et puis, il faut qu'il soit respectueux de l'environnement, à faible empreinte de carbone, on l'a vu aussi bien dans les différents scopes, c'est-à-dire de la production chez nous, chez nos fournisseurs, mais aussi à l'usage. Et quand vous rechargez un véhicule électrique, il faut vous assurer derrière que l'électricité que vous allez utiliser soit à faible empreinte carbone, sinon vous déplacez en fait le problème au niveau de l'usage par rapport à tout ce qui peut être fait au niveau de la production. Et tout ça dans un contexte que vous connaissez actuellement, qui est tout ce qui est vers le zéro émission au niveau des émissions de CO2, mais il n'y a pas que les émissions de CO2, il y a aussi tous les polluants. Donc si on regarde en fait ce paquet climat en fait qui s'appelle le Fit for 55 et qui est lié aux émissions de CO2, donc ça c'est la courbe habituelle que vous avez sur l'évolution des émissions de CO2 en fait dans l'automobile. Avec le Fit for 55, en 2030, vous devez avoir moins 55% en fait par rapport aux émissions. Actuellement, on est à 95 grammes de CO2 et une trajectoire pour être à zéro émission en 2035. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce paquet climat et l'obligation d'avoir zéro émission en 2035, c'est-à-dire qu'à partir de 2035, tous les travaux que vous faites et tous les véhicules que vous avez qui sont actuellement électrifiés, que ce soit des véhicules hybrides ou des véhicules qui peuvent fonctionner avec des carburants alternatifs, vous ne pourrez pas les vendre en Europe à partir de 2035. Nous aurons donc obligation de mettre sur le marché soit des véhicules électriques, purement électriques, soit des véhicules à hydrogène, qui peuvent être purement hydrogène, des full power, ou qui peuvent être intermédiaires, comme là, ici, vous avez une combinaison d'une pile à combustible et des batteries
vous avez que des piles à combustible, enfin vous avez différentes mixtes du moment que ce soit zéro émission, donc électrique ou pile à combustible. Donc la filière a fait une étude notamment sur les conséquences de ce paquet climat de Fit for 55 sur les filières, notamment les filières mécaniques, par rapport à cette conversion forcée du mécanique vers l'électrique. Donc si on regarde en fait cette évolution au niveau des énergies, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait un véhicule connecté autonome électrique, et donc on va avoir des nouvelles fonctions qui vont être au niveau de la chaîne de traction. On va passer sur des piles à combustible, on va passer sur des batteries. Là, on va avoir du lithium, du cobalt, du nickel, du graphite, tous les éléments associés que l'on peut avoir au niveau de la batterie. Lorsqu'on va avoir la pile à combustible, on va parler aussi de platinoïdes. Et puis, on va avoir aussi des machines électriques. On peut avoir 2, 3, jusqu'à 4 machines électriques. Avec les nouvelles navettes, vous aurez par exemple des machines électriques au niveau des roues. Mais actuellement, vous pouvez avoir 2 ou jusqu'à 3 machines électriques dans des véhicules électrifiés. Vous allez avoir de la connectique. Votre véhicule doit être connecté à votre téléphone et votre téléphone est connecté. Et vous allez avoir de l'électrique, de l'électronique et des polymères techniques, puisqu'on verra, il y a aussi des tenues barrières à faire. Il y a aussi des allègements. Il y a aussi des nouveaux matériaux en fait, pour aller vers l'allègement qui sont des polymères techniques qui vont apporter notamment des criticités par rapport à l'approvisionnement et la diversité de ces approvisionnements. Et puis au niveau de la connectivité et des systèmes d'aide à la conduite, ce qu'on appelle les ADAS, donc on a parlé de la connectivité avec les TIC précédemment, mais on a beaucoup de connectivité dans un véhicule. On va avoir des caméras, on va avoir des radars, on va avoir des sonars, on va avoir des lidars, on va avoir des composants électroniques, on va avoir des connexions avec le cloud, le GPS, le Wi-Fi, et vous avez tous une puce téléphonique si vous avez un téléphone récent par rapport à l'obligation de la touche SOS. Donc vous avez une connexion directement en cas d'urgence en fait, de votre véhicule avec les réseaux téléphoniques, qui, eux, évoluent aussi, alors que votre véhicule, vous allez l'avoir pendant 10, 12, 15, jusqu'à 17 ans, qui peut être l'âge moyen, notamment au niveau de l'Europe. Et puis, au niveau du véhicule électrique, un véhicule électrique, il y a plusieurs usages. Il y a des usages urbains, des usages routiers ou des usages périurbains. Et dans le cas des usages routiers, on l'a vu par rapport à la physique, vous devez diminuer en fait, la masse et améliorer l'aérodynamique. Donc, c'est là en fait, que vous avez utilisé des capotages pour améliorer l'aérodynamique. Vous allez sur des matériaux plus résistants mécaniquement ou qui vont diminuer les résistances au frottement. Et vous avez des gammes, notamment, vous connaissez Michelin, avec des véhicules électriques qui ont des gammes de pneus à très basse résistance pour pouvoir améliorer justement ces autonomies et aller vers un véhicule plus aérodynamique et avec moins de frottement pour améliorer l'autonomie, notamment en usage urbain. Alors après, on verra aussi qu'il y a le véhicule comme un service, c'est-à-dire que vous utilisez un véhicule qui est plus typé urbain pour avoir en fait des utilisations urbaines, et vous pouvez utiliser un véhicule un peu plus routier si vous avez en fait un usage routier. Dans ce moment-là, c'est le véhicule comme un service, comme d'autres applications. Donc si on regarde les matériaux stratégiques et la position de filière, donc c'est tout le groupe de travail qui a été fait, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte en fait toutes les données d'entrée. Donc vous avez parlé des matrices de criticité, on va regarder au niveau des différents États, Union européenne, États-Unis, Japon, les différents masses, les différents matériaux en fait critiques qui sont mis dans les niveaux des différents États. Et puis on va regarder en fait les différents usages dans le cas du véhicule électrique, dans le cas du mix énergétique, les différents matériaux utilisés. Et à partir de là, on a fait une position de filière qui a été publiée l'année dernière, qui vous explique vraiment l'état en fait des matériaux critiques pour l'automobile. Et autour en fait, de ce groupe de travail, ce qui a été mis en place aussi, c'est une approche systémique de façon à discuter directement de façon très active et très réactive, et on le voit avec le cas des guerres et des conflits, des tensions qui existent actuellement, pour pouvoir traiter tous les signaux faibles, avoir une approche vraiment 360 degrés avec l'écosystème pour avoir des informations rapides sur les tendances et les dépendances. Et on l'a vu dans le cas de l'Ukraine, tout le monde a découvert qu'il y avait énormément de composants automobiles qui étaient faits en Ukraine et que l'Ukraine et la Russie, il y avait des flux très importants. Après, dans l'automobile, on ne parle pas vraiment de matériaux critiques, enfin de matériaux rares, on parle de matériaux critiques, on en utilise beaucoup, vous voyez, qui, dans les enjeux en fait, de la filière automobile, vont devenir stratégiques. Donc il y aura des matériaux critiques encore plus critiques que d'autres, qui seront ces matériaux stratégiques.
Alors, quels sont-ils, en fait? Ils sont donc décrits dans la position de filière. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en a parlé beaucoup, mais il y a les platinoïdes, hein. Il y a les matériaux pour les batteries, donc avec le mix énergétique. Il y a les terres rares, hein. Donc là, on va avoir beaucoup de terres rares qui sont utilisées dans l'automobile, dans les différents composants, hein. Tout ce qui est actuateurs, composants électroniques, et puis bien sûr les aimants. Les métaux pour le numérique, là, donc on en a parlé bien avant. Nous avons aussi un aspect réglementaire sur ce qu'on appelle les minerais issus des zones de conflit, qui sont des réglementations qui vous obligent, en fait, par rapport à l'approvisionnement de ces 4 métaux-là, d'avoir une origine tracée de ces matériaux-là et de vous assurer que le financement de l'extraction ne permet pas de financer des conflits. Il y a aussi des polymères par rapport à des tensions sur les monomères, les concentrations, en fait, des acteurs chimiques qui deviennent de plus en plus multinationaux et qui regroupent, en fait, des stratégies et des concentrations d'extraction de monomères. Et en cas d'incident, comme on a vu des incidents climatiques, on peut avoir une forte dépendance et des crises très importantes. Et puis, il y a des choses auxquelles on en a parlé un peu, c'est tout ce qui est des minerais ou des matériaux d'origine minérale. Donc, on en utilise dans l'automobile, le caoutchouc naturel, le mica, mais aussi le cuir, avec des questions liées notamment au bien-être animal. Ça, c'est des grands débats suivant les différentes marques, hein, où il y a l'utilisation ou pas du cuir et la substitution du cuir par d'autres matériaux. Et des recommandations, donc au-delà de l'aspect technique, des recommandations à destination de la filière, de l'écosystème complet, puisqu'un véhicule, il est connecté avec des services, il est rechargé, donc vous avez un écosystème très large, et les gouvernements nationaux et européens, hein, par rapport aux aides, par rapport aux orientations, par rapport aux normalisations, par rapport aux cohérences et par rapport aux besoins de pouvoir disposer d'outils associés, notamment des outils réglementaires. Donc, quand on regarde les leviers, en fait, disponibles pour l'industrie automobile, en fait, il y en a 6. Donc, je vais les détailler rapidement pour vous donner quelques exemples, hein. Ça ne donnera pas tout ce qui est fait dans l'industrie automobile, mais par rapport à ces 6 leviers-là. Donc, si on prend le premier levier de substitution, donc on va garder un sujet qui est les terres rares. Donc, il y a une possibilité de substituer des substances par d'autres substances. Donc, vous savez que le parc automobile devient de moins en moins diesel, de plus en plus essence, donc la dépollution est différente. Donc, on va jouer sur un mixte platine-palladium différent suivant la dépollution du véhicule thermique ou du véhicule hybride. On va regarder aussi dans le cas des aimants, là, donc ça c'est Toyota qui a publié en fait une roadmap très claire qui permet d'expliquer qu'actuellement les aimants en fait ont du dysprosium et du terbium. À terme, ils en auront moins. On diminuera cette quantité de dysprosium et de terbium. Et après, on fera la substitution des terres rares lourdes du dysprosium et du terbium par des terres rares légères. Et on substituera le néodyme par d'autres terres rares qui sont un petit peu plus faciles à trouver, comme le lantane cerium. Donc on substitue des terres rares par d'autres terres rares. Ou dans le cas des batteries, vous voyez ici, par exemple, la tendance c'est d'avoir des batteries qui ont de moins en moins de cobalt, mais de plus en plus de nickel. Donc ça, c'est par rapport aussi à des enjeux, par rapport à l'extraction et la diversité de l'approvisionnement du cobalt. Et puis, une autre substitution qui est possible, c'est substituer des technologies par d'autres technologies. Donc, vous avez des machines synchrones qui utilisent des aimants permanents ou des machines synchrones qui utilisent des rotors bobinés. Donc, soit vous utilisez des aimants à base de terres rares, soit vous utilisez plus de cuivre et vous substituez donc une technologie par une autre. Ou dans le cas en fait des batteries, vous pouvez utiliser, suivant toutes les chimies qui sont disponibles, hein, des évolutions pour avoir des chimies qui sont sans nickel, sans cobalt, hein, à partir de lithium de phosphate de fer, ce qu'on appelle la chimie LFP, qui ne contient ni cobalt ni nickel, et qui permet donc de faire une substitution de technologie à technologie. Donc, pour avoir une vision complète de tout ce qui est lié à la transition énergétique, je vous renvoie vers le rapport de l'Union européenne qui renvoie sur tout ce qui est les matériaux critiques pour les technologies bas carbone et la transition énergétique, dont notamment le véhicule électrique. Après, vous avez le levier de diversification. Donc, la diversification, c'est disposer de sources en fait, d'approvisionnement qui sont différentes. Donc, regardez en fait au-delà de la Chine, et dans le cas des batteries, c'est pas que la Chine, c'est aussi le Japon, c'est aussi la Corée, donc c'est l'Asie au sens large. Et puis il y a des acteurs miniers traditionnels qui ouvrent de plus en plus de mines, qui font de plus en plus de protocoles, de plus en plus d'accords, donc ça sera un autre levier. Et puis on regarde aussi tout ce qui peut être produit en Europe, de façon à avoir de diversification. Et ça, c'est tous les travaux qui sont faits avec les ambassades pour travailler avec les grands pays miniers, ou de travailler en fait avec le bureau des mines, avec les instances européennes et nationales pour travailler en fait sur la disposition, avec des actes concrets, hein, comme des plans importants de grande importance, avec par exemple la décision d'investir 42 milliards en Europe pour pouvoir créer, produire des semi-conducteurs en Europe.
Il y a les batteries avec les gigafactories, donc ça on en a déjà parlé, avec les différents projets, et tout ça c'est suivi à travers les différents comités, les différentes organisations au sein de l'automobile. Une fois que vous savez où est-ce que vous pouvez diversifier, il faut sécuriser vos approvisionnements. Donc pour sécuriser vos approvisionnements, il faut faire des accords. Donc ces accords en fait peuvent être pas facilités avec ce qu'on appelle notamment la diplomatie des bins. Donc la France, l'Europe discutent avec d'autres pays tiers pour pouvoir faire en fait des accords de partenariat ou des accords pour favoriser en fait l'implantation ou des accords de commerce pour pouvoir faciliter des échanges. Des outils nationaux, européens et internationaux avec des traités de discussion, d'échange, et puis des activités au sein de chaque société de la filière pour faire des contrats commerciaux, de fusionner des entreprises, racheter des entreprises, faire des accords communs, ce qu'on appelle des JV, pour pouvoir en fait se positionner sur différentes choses. Et là, vous voyez différents contrats qui ont pu être signés entre les constructeurs ou les équipementiers sur l'utilisation en fait et l'approvisionnement directement, notamment de plus en plus en Europe, de nouveaux approvisionnements. Et là, je vous renvoie aussi vers les études nationales et européennes par rapport à la disponibilité des matières qui peuvent être faites en Europe et les moyens de sécuriser, avec la création récente de l'agence européenne, en fait, de l'Alliance pour les matériaux, où nous avons mis en place le premier livre sur tout ce qui est approvisionnement en Europe des matériaux issus des terres rares pour faire les aimants permanents, aussi bien pour le véhicule électrique que pour l'éolien. Et le prochain document qui sera au sein de l'ERMA, ce sera pour les matériaux pour la batterie, avec une vision forte de la diversification et de sécuriser nos approvisionnements, avec une ambition de produire à peu près 20 à 22%, voire 25% des matériaux nécessaires en Europe. On est loin des 100%, mais vous voyez, on passe vraiment de pas grand-chose à plus de 20%, donc très intéressant. Et puis ça, on en a parlé, donc le levier de l'économie circulaire, hein, c'est l'importance d'avoir une boucle par rapport à ce qui est produit, de façon à pouvoir réutiliser ce qui est fait en Europe. Donc là, j'ai mis deux exemples. Hein. L'exemple classique de la batterie, où vous pouvez avoir donc différents modes d'usage. Donc vous avez la batterie, en fait, ce qu'on appelle la batterie de traction, qui est utilisée, qui va avoir une durée de vie. Le but des constructeurs, c'est d'augmenter cette durée de vie pour diminuer justement l'empreinte carbone de ces véhicules-là. Après, de réparer votre batterie. Et puis, à partir d'un certain niveau de charge, la charge n'est pas suffisante pour avoir de la batterie de traction. Et à ce moment-là, on appelle ça de la batterie stationnaire. Et à ce moment-là, vous allez faire une deuxième vie et vous allez transférer ces batteries-là pour faire, comme on a parlé au niveau d'Orange, du stockage provisoire ou pour les énergies alternatives pour pouvoir faire cette zone de tampon. Il y a des batteries disponibles qui ne peuvent plus être utilisées pour la traction et qui deviennent stationnaires. Et après, vous avez ce qu'on appelle la fin de vie de la batterie, qui est le but d'être repoussé le plus tard possible pour pouvoir en fait recycler chacun des éléments et les réintégrer en fait et les réinjecter dans les futures conceptions de batteries que vous allez faire. Et un autre exemple en fait qui est les aimants permanents. Donc il y a deux voies principales en fait de recyclage. Donc comme tout matériau critique, tout ce qui est scrap, tout ce qui est résidu, tout ce qui est lié à la production des aimants est recyclé. Hein. Malheureusement, ça part souvent en Chine pour être retraité. Mais vous avez une boucle courte où là, vous prenez des aimants, vous les broyez, vous avez une poudre et vous reformez d'autres produits magnétiques. Et vous avez une boucle longue où là, vous avez les aimants, vous les broyez, vous les traitez chimiquement et vous extrayez en fait les oxydes de terres rares qui vous permettent soit de refaire des aimants, soit de refaire des produits qui utilisent ces terres rares. Donc ça, c'est les deux axes principaux de recyclage. Et on en a parlé, vous voyez, ça c'est la cartographie européenne. Il y a beaucoup de matériaux qui sont en rouge, donc qui sont moins recyclés à moins de 20% et qui sont pourtant des matériaux critiques et stratégiques pour l'automobile. Donc il y a tout ce travail-là d'identification, de collecte, de mise à disposition de technologies pour le recyclage, pour pouvoir recycler ces matériaux avec une faible empreinte carbone, bien sûr, par rapport à ces procédés. L'autre levier, donc ça on en a parlé, hein, vous êtes tous dans le domaine scientifique, donc le levier de la R&D, vous le connaissez, hein, il est très important. Donc ce levier, il est important parce qu'il va alimenter tous les autres leviers. Donc on va regarder ce qui se passe en fait dans les futures chimies des batteries. Donc les chimies des batteries, ça évolue fortement. Donc on parlait des batteries au sodium, donc regardez comment ces batteries au sodium vont impacter la transition par rapport à l'utilisation du lithium, les batteries tout solides. On a vu les différentes chimies, donc voir comment toutes ces évolutions vont se faire. On va regarder au niveau des matériaux, des procédés, des assemblages, hein, pour pouvoir avoir justement ces différents matériaux qui peuvent être faits. L'évolution du véhicule, donc vous voyez, hein, c'est d'avoir des grands panneaux à l'intérieur, des connectivités importantes, et puis à terme de ne plus avoir de volant. Donc comment ça va reporter en fait l'utilisation de ces matériaux, et on va intégrer de plus en plus de fonctions à l'intérieur du cockpit.
Et puis, on regarde aussi les nouvelles mobilités, donc les véhicules autonomes. Et puis, on regarde aussi tout ce qui peut se passer au niveau des futurs designs, où là, vous voyez que les faces avant sont de plus en plus lumineuses, vont de plus en plus intégrer des fonctions. Donc, on va avoir un matériau qui va concentrer, on parlait des LED, mais on regarde aussi les LED organiques, on regarde les panneaux photovoltaïques, comment ils vont être intégrés à l'intérieur du véhicule. Et puis, on ne s'interdit pas de prendre en compte les futures mobilités. Il y a des accords entre constructeurs, notamment entre Stellantis et Archer, pour pouvoir faire, en fait, le chaînon manquant entre vous êtes à pied, vous êtes en trottinette, vous allez prendre le train, puis vous avez besoin de faire un déplacement rapide entre un aéroport pour prendre un avion. Et donc tout ça, c'est la continuité de la mobilité au sens large, qui ne sera pas forcément que terrestre. On commence à le voir de plus en plus, avec des enjeux matériaux importants aussi. Et puis le levier qui est aussi important, c'est d'être connecté, de savoir tout ce qui se passe en fait à travers la finance, à travers le normatif, à travers en fait les startups, de voir comment tout ça va être financé. Et on a travaillé notamment dans le cadre du rapport Philippe Varin pour mettre en place tout ce qui est recommandations pour l'automobile, les réseaux académiques et bien sûr les compétences pour pouvoir voir. Donc ça, c'est tout l'écosystème en fait de la filière automobile où il y a effectivement des experts dans chacun domaine avec des réseaux qui s'appuient en fait sur les spécialistes et les experts de chacune des sociétés des membres de la filière. Et un point important, on a parlé en fait... Donc la PFA a travaillé avec les communautés d'experts de la Société des ingénieurs de l'automobile pour mettre en place en fait ce livre blanc sur les compétences rares et d'avenir pour l'automobile. Puisque quand on parle d'évolution du véhicule, il y a des compétences derrière qui vont évoluer. Donc 4 grands axes principaux, les compétences qui vont être liées aux mégatrends, donc c'est-à-dire tout ce qui est évolution profonde de la société. Donc, c'est-à-dire que la société sera de plus en plus fractionnée, on le voit, avec les différentes tensions qu'il y a dans les différents pays. On voit en fait que le véhicule sera de plus en plus loué et de moins en moins en propriété. Donc, ça sera en fait plus un usage qu'une possession. Donc, tout ça va avoir une compétence et un impact sur les compétences. Il y aura les compétences liées aux nouvelles technologies. Donc, on en a parlé, un véhicule électrique, connecté, l'hydrogène, future mobilité. Donc, ça aura un impact sur les compétences associées à ces évolutions technologiques. Et puis, un véhicule même connecté, même électrique, même hydrogène, ça reste un véhicule. Donc, il y a des compétences qui sont cœur de métier pour l'industrie de la maintenance, de la mécanique, de la vente, qui doivent être renforcées en prenant en compte ces évolutions des véhicules. Et puis, il y a les compétences, en fait, qui sont les compétences traditionnelles à maintenir. Donc, quand vous avez un véhicule, il faudra aussi le réparer, il faudra aussi passer en concession, il y aura aussi des évolutions par rapport à la maintenance. Et tout ça, en fait que c'est des compétences traditionnelles qu'il faudra maintenir. Donc, je vous invite, pour ceux qui le veulent, notamment au niveau des enseignants qui veulent, ou les personnes qui veulent se tourner vers l'industrie automobile, de savoir quelles sont les compétences qui sont d'avenir rares pour l'automobile. Et pour conclure, en fait, 2 petits slides. Un petit slide en fait, qui vous a montré en fait, que l'automobile va évoluer dans les 10 prochaines années, certainement plus qu'elle l'a fait dans les 100 dernières années. On était sur du thermique, là maintenant on voit qu'on est sur de l'hybride. On hybride des technologies, on hybride des compétences. Et donc, il va y avoir énormément de choses pour arriver à la neutralité carbone en 2050 au niveau européen, mais au niveau des constructeurs, c'est entre 2038 et 2040, donc c'est demain. Et au niveau du véhicule sans émission en Europe, en 2035. Donc, vous voyez, ça aussi, ce n'est pas une génération, c'est une demi-génération qu'il va falloir faire tout ça. Donc, un marathon à un rythme de sprinter, pour reprendre ce qui a été dit ce matin. Les évolutions technologiques en fait vont évoluer, donc le contenu véhicule va évoluer, donc les expositions aux matériaux vont évoluer et les dépendances aussi vont évoluer. Donc c'est pour ça que tous les leviers que je vous ai présentés vont être utilisés plus ou moins importants, suivant les situations géopolitiques, les situations conjoncturelles ou les situations structurelles. Et puis, en automobile, on n'aime pas parler de métaux rares, en fait, parce qu'il y a souvent la confusion entre métaux rares, terres rares. On parle plutôt de matériaux critiques. Et dans ces matériaux critiques, en fait, lorsqu'on fasse le filtre de la filière automobile, on va parler de matériaux stratégiques. Et ces matériaux stratégiques, ce n'est pas forcément que des minerais. Ça peut être des métaux, des polymères, des plastiques. Et on a vu des ressources naturelles qui peuvent être utilisées, y compris des ressources animales. Et puis, il y a des outils nationaux, transnationaux et européens qui commencent à se mettre en place, qui permettent d'adresser les différents leviers et qui permettront à terme de réduire nos dépendances. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'il faut réduire nos dépendances avec les différents leviers que je vous ai présentés.
Et le dernier slide de conclusion, qui est une vraie conclusion, donc c'était pour vous présenter en fait la prise de conscience qu'il y a eu, que ce soit au niveau sociétal, mais au niveau aussi des différents acteurs. C'est que dans son récent discours en fait de l'Union européenne en septembre 2022, la présidente de la Commission a clairement dit, sans ambiguïté en fait, notre ambition en tant qu'Européens est de devenir le premier continent climatiquement neutre en 2050, ça a été acté. Et cette transition, en fait, ne pourra se matérialiser sans un accès sûr et durable. Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment la sûreté, c'est sûr de pouvoir garantir l'approvisionnement est durable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans les approvisionnements. Il faut vraiment prendre en compte tous les outils et les impacts RSE, sociétaux, environnementaux des populations, parce qu'il y a des aspects très importants par rapport à tout ce qui est lié à l'extraction des matériaux, des minerais et tout ce qui est mis en place sur la gestion de fin de vie, et pour les accès donc sûrs et durables pour les matières premières nécessaires à ces ambitions en fait de neutralité carbone en 2050. Et pour ça, donc actuellement, les grosses discussions qui sont en cours, donc c'est notamment le contenu recyclé des batteries, avec une imposition en fait d'avoir le pourcentage de matériaux recyclés dans les nouvelles batteries, et puis le Critical Raw Material Act, qui sont aussi des outils intercommunautaires pour pouvoir en fait mettre en place tout ce qu'on a mis sur la sécurisation, la mise à disposition, la sûreté, le produit durable en fait des matériaux critiques pour l'automobile, pas pour l'automobile, au niveau européen, et donc nous y travaillons pour l'automobile.